Bien, je remercie chacun des organisateurs de m'avoir confié la présidence de cette session. J'en suis fort honoré qu'il soit remercié de façon tout à fait particulière. Et dans ces remerciements, bien sûr, je mets en première place M. Achelafi, avec lequel nous avons un rapport Internet régulier depuis bientôt un an. Achelafi, merci. Merci Monsieur le Président, aimable assistance. Donc il est toujours difficile de faire un relais après un expert sur la question, mais j'essaierai un petit peu donc de cadrer cette thématique à travers donc une série d'enquêtes qui ont été réalisées dans le secteur de la santé au niveau de la wilaya d'Oran, donc en Algérie. Donc comme introduction, je dirais qu'effectivement, comme ça a été écrit, que l'entreprise devient plus que tout un référent, un des acteurs principaux de la société. Elle est l'un des lieux essentiels où se jouent les angoisses du lien social, ainsi que le champ pulsionnel et passionnel de la société. Comme vous savez que l'hôpital est considéré comme un établissement, bien qu'une entreprise, bien donc il prodigue des soins et il offre des prestations, mais aussi il est considéré comme un entonnoir donc de détresse sociétale, et le harcèlement, qui est une forme de violence, est intégré dans les relations de travail au sein même de cet établissement. Donc nous avons entamé une enquête qui a été réalisée au niveau donc, du secteur de la santé de la wilaya d'Oran en 2008, et ça a touché donc le personnel hospitalier, et on avait pris comme dans le cadre donc, de l'outil de travail de dépistage un questionnaire qui comprenait donc un listing des comportements hostiles qui ont été inventoriés par M. Lyman, groupés au nombre de 45 et groupés en 5 grandes catégories. On a aussi retenu la notion de répétitivité dans le temps, c'est-à-dire au moins une fois par semaine pendant au moins les 12 derniers mois, quoique j'ouvre une parenthèse, et on a toléré la notion que, c'est-à-dire un événement traumatisant, un comportement hostile, même s'il se produisait à fréquence d'au moins une fois tous les quinzaines de jours, pouvait être intégré comme harcèlement moral. Et puis bien sûr un retentissement négatif tant sur la santé physique ou mentale que sur le parcours professionnel. Donc pour les résultats, je donnerai quelques indicateurs pour la première enquête. Ça touchait donc 8 daïras sur 9, 14 communes sur 26, les 2 établissements hospitalo-universitaires, 7 établissements donc, spécialisés, 2 EPH et 14 EPSP. Donc c'est des structures de santé de proximité. Ce qu'il ressort de la première enquête, c'est qu'effectivement ça touchait 1058 sujets, et sur donc, un nombre de répondants qui avoisinait les 98%, on a une prévalence donc, du harcèlement moral de 16,7. Le nombre moyen des agissements était de 2, et le 3/4 des victimes ont subi des hostilités de nature soit à empêcher la personne donc harcelée de s'exprimer ou de la déconsidérer auprès de ses collègues. Donc essentiellement, c'est une violence symbolique basée essentiellement, donc c'est des propos, c'est le discours. Donc à peu près on retrouve les mêmes résultats qui ont été effectués un petit peu partout dans le monde. Donc la source bien sûr c'est un travail qui a été effectué en 2001, l'Organisation internationale du travail et l'OMS. La première enquête aussi nous a permis à travers une analyse statistique de révéler quelques facteurs. Les facteurs donc favorisants individuels, c'est bien sûr sur les niveaux d'instruction. Donc on a remarqué qu'effectivement les sujets qui avaient un certain niveau universitaire et ont subi une formation professionnelle relative au métier de la santé étaient des victimes de harcèlement. Elles étaient titulaires dans leur poste de travail dans la majorité des cas. Ils travaillaient de jour et ils habitaient à proximité de leur lieu de travail ou effectuaient un trajet qui ne dépassait pas les 5 km. Par rapport aussi aux facteurs professionnels, nous disons que les postes de responsabilité, entre guillemets, symboliques, c'est-à-dire qui ne renvoyaient pas à une décision réglementaire, mais même une décision symbolique. L'exemple d'un chef d'équipe, c'est une décision interne, étaient donc des victimes. Par rapport aussi à la nature des établissements, c'était essentiellement donc des CHU donc, ou des EHS, et qui concordaient donc avec un effectif trop important qui dépassait
les 100 sujets, 100 sujets donc, par entreprise ou par établissement. La deuxième étude faisait la suite de la première, parce qu'on voulait entre-temps concrétiser cette démarche de recherche et comme ça a été dit en médecine du travail, on parle beaucoup plus, donc ça est intégré comme facteur psychosocial, le harcèlement, ou de souffrance morale au travail. Donc on a essayé un petit peu de dépister ces cas, donc les 177, on n'a pas pu trouver, on n'a pas travaillé sur les 177, mais c'était un échantillon donc de victimes dont le nombre, donc c'était 50 sujets. L'objectif donc principal c'était d'étudier le profil des victimes en introduisant donc des investigations psychométriques, parce que l'équipe de recherche comprenait les médecins du travail mais aussi donc les psychologues et des sociologues. Donc étudier la typologie des harceleurs, étudier aussi l'environnement professionnel tant sur le plan conditions de travail que sur le climat, et bien sûr le but recherché c'était de contribuer à la prise en charge des victimes de harcèlement au milieu professionnel. Ce qui est donc du matériel, c'est 50 sujets. Le recueil se faisait à partir donc de questionnaires dont une partie est inspirée de celui donc de l'Institut de recherche de santé, donc l'INRS de France. Le protocole de l'étude, donc c'était bien sûr après donc un entretien préliminaire, essayer d'expliquer donc le but de l'étude. C'était aussi, il fallait apposer une signature par respect au principe de l'éthique en matière de recherche. C'était l'anonymat par rapport à l'individu, par rapport à la victime et par rapport à l'établissement. C'était une équipe donc, qui menait cette étude. Donc il y avait des médecins du travail dont les missions étaient bien sûr de renseigner un questionnaire descriptif et détaillé sur le harcèlement. Et puis il y avait donc des tests qui étaient de maniement plus simple pour évaluer un petit peu le retentissement psychique, et on avait pris comme exemple, comme outil, le test de Taylor pour l'anxiété, et puis le psychologue clinicien qui intervenait après pour une ou deux séances pour un entretien de 30 à 45 minutes, et puis c'était donc l'investigation psychométrique, et on a opté pour des tests projectifs type Rorschach, bien sûr, pour un petit peu étudier le profil des victimes et pour comparer aussi ce qui a été décrit par rapport à la littérature internationale. Ce qu'il donc ressort de cette étude, on remarque que c'est 82% donc c'est des femmes d'un âge moyen de 38 ans, mariées, avec des enfants à charge. Ces enfants soit en bas âge dans 40% des cas, en adolescence pour 16% des cas, au-delà de l'âge majeur pour 14%, et qui sont à la charge bi- ou monoparentale, c'est-à-dire souvent c'est des femmes veuves ou divorcées pour 8% des cas. Elles avaient donc un niveau universitaire et ont suivi une formation professionnelle dans plus de 70% des cas. Le conjoint travaillait dans 60% des cas. Elles résidaient dans la même daïra ou sous-préfecture, donc habitaient à proximité donc, de leur lieu de travail, et pour rejoindre aussi leur lieu de travail, elles empruntaient le bus comme transport en commun, donc 64% des cas. 68% sont donc des agents paramédicaux, titulaires dans la majorité des cas, ayant une ancienneté moyenne de 13 ans, et occupés des postes de responsabilité dans 26% des cas. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'effectivement, il n'y a pas que le harcèlement vertical descendant, mais il y a aussi le harcèlement vertical ascendant. Donc des sujets qui avaient des postes de responsabilité et qui étaient harcelés dans l'enceinte de l'hôpital. Ce qui est donc du climat relationnel et sur du point de vue donc affect, je dirais que 62% des cas ont des collègues de travail à composante féminin, ce qui élimine en quelque sorte la discrimination de genre et la notion de genre au travail. 28% déclarent avoir un lien affectif avec le responsable hiérarchique, c'est-à-dire dans un cadre de respect mutuel bien précis. 64% jugent que le chacun pour soi règne au sein du collectif de travail. 66% déclarent travailler selon un régime voulu. L'intérêt pour le travail est grandement apprécié chez 58%, avec un surinvestissement en temps de travail pour 56%,
ce qui donne une impression de satisfaction aux responsables pour le travail fourni, selon 64% des cas. Donc 60% travaillent dans les CHU, 84% partagent un espace commun pour exécuter leurs tâches de travail. Donc quand même, donc, il y a une convivialité au sein donc, des établissements de santé. Presque la moitié des cas jugés incompatibles entre les tâches exercées et les connaissances acquises au cours de leur formation initiale. Et puis le 1/10 d'échantillons seulement sont syndiqués. Des discriminations dans les relations de travail. Donc 76% ont déclaré ont formulé leur doléance par rapport à cet item. Et les discriminations étaient soit sans qualification précise, soit elles étaient sexistes, racistes, par rapport à un handicap, etc. Et les manifestations de ces actes discriminatifs portaient essentiellement sur la charge de travail, sur le matériel, le fait de priver un individu ou un groupe, un collectif de travail des outils, donc des outils, par exemple les gants, etc. Ça portait aussi sur la promotion sociale, sinon c'était des injonctions de blagues qui se répétaient au quotidien presque. Les qualifications des relations de travail pendant ou avant le harcèlement. Toujours par rapport à la victime, elles étaient excellentes ou bonnes dans 66% des cas, elles étaient très excellentes et ou bonnes dans 88% des cas, et même par rapport à l'harceleur, 70% des cas étaient bonnes ou mauvaises. Ça renvoie donc que souvent, parce que ça a été décrit dans certains ouvrages, que les victimes avaient été isolées socialement. Ce n'est pas le cas ici en tout cas. Ce qui est donc du profil du harceleur, quand il s'agit d'un harcèlement vertical descendant, il représente donc 66% des cas. Il relève de la hiérarchie, c'est-à-dire de la direction, du DRH et même d'un responsable hiérarchique au sein du service, le surveillant médical, le médecin-chef, le chef d'équipe, des fois. C'est presque à proportion égale, il est seul. Donc la même chose pour le sexe. Et donc c'est un âge moyen de 42 ans avec une ancienneté de 14 ans. Quand il est horizontal, rarement, horizontal, ça veut dire qu'avec les collègues de travail, il est rarement, donc le harceleur rarement agit seul, c'est un collectif. Le plus souvent, c'est un homme, donc d'un âge moyen de 38 ans avec une ancienneté moyenne de 12 ans. Les répercussions du harcèlement sur la vie familiale, ça démontre bien sûr que la sphère professionnelle, les problèmes de la sphère professionnelle ont un prolongement sur la vie familiale et sociale. L'exemple est donné à travers les résultats, c'est le renforcement des difficultés à gérer un problème familial, des pertes financières, un retentissement sur l'équilibre psychique des enfants, du conjoint, et surtout, même si c'est infime par rapport aux résultats statistiques, on a trouvé des cas de séparation et de divorce qui renvoyaient et qui faisaient attache ou porter liaison avec le harcèlement moral au milieu de travail. Le type de harcèlement identifié, il est dans 56% individuel, mais il peut, dans 4 à 8%, il a une connotation donc sexuelle. Au sein du service, au sein donc de l'établissement, le salarié avait, on a demandé si le salarié ou la salariée avait déjà côtoyé des pratiques de harcèlement. Presque la moitié des cas, donc, elle a vu pratiquer sur des collègues. Elle a même appris des techniques à exercer le harcèlement vis-à-vis de ses collègues aussi dans 18% des cas. Et aussi la passivité manifestée pour 12% des cas. Ce qu'il ressort bien sûr pour l'analyse ou des résultats, nous disons que souvent la victime est cible du harceleur à travers donc ses qualités soit professionnelles et même personnelles. L'exemple, l'âge, les qualifications, etc. Et je renvoie ça à la notion d'esthétique utilisée par notre ami Christiane Kretlov, qui est une donc, source de harcèlement au travail.
J'ajoute aussi que les charges de travail, communément appelées donc les stresseurs universels ou les facteurs psychosociaux, bien qu'elles constituent donc une charge supplémentaire pour le travailleur dans sa globalité, mais il faut faire la distinction, à mon avis, entre le harcèlement et le stress au travail. Donc ici, le harceleur est, pour casser, attiré par la notion qui a été formulée à maintes reprises par les victimes, la notion de jalousie professionnelle. Ça renvoie donc au modèle éducatif et social adopté pour la première catégorie, donc des harceleurs. Sinon, le harceleur va agir, c'est une caractéristique, je dirais, qui compose sa propre personnalité. Et là, on rentre donc dans l'étiquette de perversion narcissique, donc un caractère carrément psychopathe, qui va essayer donc de détruire, de casser déjà la carrière professionnelle. Et dans le secteur de la santé, on avait remarqué le plus souvent, soit c'était les agents paramédicaux, soit c'était la précarité de certains postes comme les femmes de ménage, surtout les femmes de ménage, pour harcèlement sexuel surtout. Sinon, c'est pour le secteur de la santé, c'était les enseignants hospitalo-universitaires qui, dans le cadre de leur progression de carrière, sont souvent bloqués. Et on avait remarqué qu'effectivement, c'est une caractéristique qui n'a pas été citée, par exemple, avec ampleur par rapport à la littérature internationale. Le harcèlement va agir aussi sur la vie sociale et j'avais donné donc quelques résultats sur les répercussions négatives et puis bien sûr sur la vie familiale. La deuxième catégorie renvoie à l'organisation du travail. Déjà à l'hôpital, il y a de l'ambiguïté, de la confusion par rapport à la notion de responsabilité et abus de pouvoir bien sûr. Les tâches, des fois la distinction entre ce qui est demandé et la servitude. Faut-il exécuter tous les ordres émanant par exemple du médecin-chef ou il faut donc faire la part des choses. Ça renvoie aussi à des lacunes et des insuffisances en matière de réglementation, en matière de cahier de charge, en matière de briefing qui n'existe pas ou qui est quasi absent dans nos services. Et puis, c'est la nature humaine, donc je laisse aux concepteurs, au concept philo et anthropo pour détailler ça. Donc, surtout donc, faire la part entre ce qui est professionnel et ce qui renvoie donc au degré de mérite, sinon c'est l'affinité personnelle et le croisement entre des intérêts individuels qui fait que les relations de travail sont un petit peu ébranlées. Les conséquences du harcèlement, essentiellement, donc, ça porte comme point de départ, c'est l'atteinte de la dignité de l'individu, donc de la victime. C'est même la définition donc, du harcèlement sur le plan juridique. Et donc, c'est une dissolution, la dignité déjà, quand elle est atteinte, c'est une dissolution de la personnalité de l'individu dans toutes ces dimensions. Ça aussi, ça retentit sur la marginalisation sociale à travers, par exemple, la banalisation du mal. On va dire que c'est toujours ordinaire, que c'est imposé, qu'on n'a pas le choix. Et donc, c'est la notion donc, de M. Christophe Desjours qui en parle déjà par rapport à ça. Et là, donc, ça secoue, ça renvoie à l'échelle de valeur. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ça a été donc discuté au cours de la première session. C'est la destruction des compétences, c'est la mise à l'écart, c'est la placardisation, comme ça a été décrit par Madame Dominique Huillier. Et en face de ça, il y a donc tout l'investissement public, je parle de la santé, en équipement, en formation, en perfectionnement. Et j'avais donné donc l'exemple par rapport, par exemple, aux enseignants hospitalo-universitaires. Tout ça peut être donc soufflé à cause du harcèlement moral au travail. Et donc la substitution des compétences peut se faire
aux dépens donc de la précarité et de la médiocrité. Et les retombées sociales sont aussi très négatives. C'est la souffrance morale au travail, c'est l'atteinte donc de la santé mentale, c'est la consommation de psychotropes, c'est les arrêts de travail, c'est même de la violence réactionnelle, qu'elle soit morale ou même physique. Et puis aussi, c'est la démission, notamment dans le secteur de la santé, où vous allez voir que la majorité, je dirais, dans plusieurs situations, ça relève donc du harcèlement. Les gens donc démissionnent du secteur public pour aller vers le secteur privé. Sinon, c'est l'immigration. Et on a remarqué effectivement que beaucoup de cadres, beaucoup de médecins quittaient leur emploi parce qu'ils étaient vraiment marginalisés. Et ça renvoie donc, à mon avis, à des situations de harcèlement. En conclusion, je dirais que effectivement, déjà par rapport au colloque, c'est essayer de sensibiliser la communauté scientifique, de donner des signes de détresse par rapport aux chercheurs, mais surtout par rapport aussi aux autorités, pour qu'il y ait une projection sur les relations de travail, pour cadrer et pourquoi pas sanctionner, comme ça a été fait ailleurs en matière donc, de réglementation. Essayer dans le cadre, par exemple, des missions du médecin du travail, dans le cadre donc soit des comités d'hygiène sécurité, l'éducation sanitaire, et donc assainir en quelque sorte le climat relationnel, c'est faire des projections en matière donc de légiférer donc contre le harcèlement, quelles que soient les formes, et bien sûr penser à une certaine réhabilitation des victimes du harcèlement. Je vous remercie. Très bien.